merci. Nous ouvrons cette émission par des remerciements. Merci pour votre attachement. Merci pour l'engouement. Merci pour tout l'intérêt que vous manifestez à cette émission. Merci pour l'engouement, je l'ai dit, et pour tout cet attachement. On ne saura trouver les mots pour vous remercier suffisamment pour tout ce que vous faites, pour vos encouragements, pour tous ces messages. En tout cas, merci à vous, chers téléspectateurs. Merci, merci et merci encore. Je puis confirmer que chacun d'entre nous tire un bon parti des expériences que nous racontons ici sur ce plateau, de notre joie de vivre, de tout ce qui se passe, de cette bonne ambiance. Le public ne dira pas le contraire. Si vous êtes d'accord avec moi, je vous dirais tout simplement de dire avec nous ici que c'est midi, c'est maintenant! J'ai quitté mon domicile, j'étais chez moi à la maison et là je me retrouve sur le plateau de C'est midi avec notre public. Et voilà, ma prière, c'est que cette joie qui prévaut dans ce studio se déverse dans tous les cœurs qui nous regardent en ce moment et avec votre permission, avec bien sûr la collaboration de la réalisation, nous allons accueillir tous les chroniqueurs de ce jour, composés bien sûr de Jean-Michel Ona, Nadiani Diarra et bien d'autres. Docteur Fulot. N'est-ce pas? Merci, merci en tout cas, merci public. Je ne sais pas, mais c'est bizarre, mais le seul mot que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est merci. Merci. Parce que vous ne pouvez pas imaginer ce que ça nous fait à nous de savoir que malgré les intempéries, malgré la pluie, malgré vos occupations, vous effectuez le déplacement chaque jour pour être là avec nous et pour encourager ceux qui nous regardent. Ça fait vraiment chaud au cœur. Vraiment quoi. Et bien évidemment, Jean-Michel Ona vous salue tout de suite. Oui, JM. Non, c'est plutôt JM, c'est son tour. Après, vous aurez l'occasion de dire Philo. Finalement, vous allez nous rendre jaloux sur ce plateau. Franchement. Quelle histoire. Alors, Jean-Michel, vas-y. Bonjour à tout le monde, bonjour ici aussi. Caroline, tu as parfaitement raison, c'est très chaleureux de se sentir accompagné de tant d'amour. Et puis, j'ai, pour les minutes qui suivent, à vous proposer 3 productions. La première, c'est Dambé, la tête haute de Bourlem Gerjou. C'est un magnifique film qui parle de l'histoire d'une jeune fille. Et bon, je ne vais pas donner tous les détails, mais qui a eu une destinée particulière. C'est à suivre. Et puis How to Get Away with Murder, c'est la série qui cartonne aux États-Unis. On va finir aussi sur une production ivoirienne qui est très croustillante, très humoristique, très drôle. C'est Dra. Restez avec nous pour tout savoir. Merci beaucoup. Merci Jean-Michel. Et oui, Nadiani Diarra est dans la place pour le savoir-vivre. Oui, comme tous les mercredis dans la chronique Savoir-vivre. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène qui est très très courant, c'est-à-dire il arrive souvent que vous fassiez aborder dans la rue par un inconnu ou une inconnue. Alors dans ce genre de cas-là, comment réagir? Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ou faire? On en parlera tout à l'heure. Merci beaucoup. Et Nadiani, si je te demandais à toi de décrire le style et le look de notre docteur en humour. À vous deux, hein. Jean-Michel aussi. Si tu es déjà allé de l'autre côté, bon, bref. Oui. Style... Enfin, bon, il ressemble à quelqu'un qui s'habille pour le froid, pour l'hiver en tout cas. D'accord. Avec son petit bonnet. Je ne le sens pas à quelqu'un qui s'habille pour l'hiver. Il vient d'arriver peut-être, il vient de descendre l'avion peut-être. Voilà, tu as trouvé, c'est comme ça. Voilà. Je ne ressemble pas à quelqu'un qui vient d'arriver. Voilà, hiver, tout ça.
beaucoup de pluie, vous voyez là, ça c'est pas neige là. Si, Alors, c'est c'est la neige, c'est la neige, moi je vois ça. Mais Voilà. pourquoi tu confonds la pluie et la neige? Non, mais cette question, on n'est pas habitué à ça. C'est Il notre peut plus équivalent. pleuvoir pendant 48 heures, même jour, pluie. Ça dit quand quelqu'un même va à baigne, ça dit le lendemain, c'est quand il arrive aujourd'hui, demain sur les réseaux sociaux, c'est ça là il a pointé. Moi je suis ici, j'ai pointé pour moi. Je suis à baigne. Je suis à baigne. Je n'envie personne. Donc, si je comprends bien, tout se passe dans ta tête, quoi. Voilà, Tes voyages, tes c'est un rêves. état d'esprit, c'est tout, il ne s'agit pas d'aller. Ça dit, quand tu te mets dans la tête que tu es là-bas, tu vis là-bas. Je suis là-bas. J'ai tout compris. C'est grave. Merci, docteur Philo. Eh bien, nous allons parler aujourd'hui d'entrepreneuriat. Vous le savez bien, entreprendre, c'est un choix qui demande de l'abnégation, qui demande de la rigueur, mais dont les motivations sont parfois aussi nombreuses que les risques. Le témoignage de notre invité éclairera notre lanterne sur ce sujet. Je suis installée à mon propre compte, mes joies, mes galères. Voici la vie de Dr Philo. Merci. Installé à son propre compte, joie et galère. Moi, je dirais que moi, je suis installé dans ma propre tête. C'est pourquoi je suis à Beng, c'est dans ma tête ça se passe. Donc, ce n'est que la joie. Et en même temps, dire qu'installer à son propre compte, c'est différent d'être indépendant. Parce que les gens, il ne faut pas confondre les choses. Il ne s'agit pas de dire que comme je travaille pour quelqu'un, je vais vite m'installer et puis je vais être indépendant. Non, 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 non. Ça se passe dans la tête. Ça se passe dans la tête. Et moi, je dis que nous vivons dans un monde où nous sommes en quête perpétuelle du bonheur. Et donc, quelqu'un qui installe son propre... Parce qu'on voit des gens, lui-même, il a sa propre entreprise, il a assis, il a son propre bureau, et il s'en fout de quelqu'un. Ah, quand tu le touches un peu, je ne mange pas chez toi. Je ne travaille pas pour quelqu'un, je travaille. Mais comment tu fais pour que ça persévère? C'est ça. Si tu confies la caisse de ton entreprise, ou de ton propre compte où tu es là, à ta maîtresse ou ta copine, tu vas te retrouver avec combien? Si elle doit enlever tout... Ah, mais c'est ça. C'est ça. Donc, il faut donner une bonne gestion. Donc, quelle perpétuelle... C'est pourquoi je demande, par exemple, regarde, vous allez savoir comment madame, excusez-moi rapidement, vous avez besoin de combien pour réaliser vos projets? 10 millions. 10 millions, vous voyez. Mais si je vous donne les 10 millions, tout de suite... Non. Je vous assure que si je vous donne les 10 millions, tout de suite, quand vous allez faire tous vos calculs, la nuit, là, demain, vous allez dire, monsieur, pardonnez, il faut faire 20 millions, pardon. L'argent, là, c'est comme ça. Oui, voilà. Donc il faut avoir un objectif, c'est ça. Il faut avoir un objectif quand on est installé à son propre compte. Il faut toi-même te payer toi-même. L'auto-salarisation. Ça veut dire que toi-même tu es là, toi-même tu te dis bon, je suis à mon propre compte, je me fixe un salaire, je me paye moi-même. Et quand c'est comme ça, ça dure et puis c'est bon. Ça ne s'agit pas. Ça dit la vie même, quelque chose même, toi-même tu as ton propre compte, c'est toujours la galère. C'est toujours la galère. Il n'y a pas de les joies sont courtes. Et quand il y a une bonne gestion, ces petites joies courtes, coller, vous allez vers le bonheur. C'est de ce qu'il s'agit. Tu es fort. C'est trop technique ça. Mais justement, en fait, moi, je suis vraiment touchée et à la fois impressionnée par l'attitude de Philo. C'est-à-dire qu'il peut dire des choses viles, des choses qui n'ont pas de sens, mais avec une telle assurance et une telle conviction qui déclenche les applaudissements, bien évidemment. Et oui, on va partir pour notre micro-trottoir. Est-il conseillé de s'installer à son propre compte? Voici les avis. Il est bien de s'installer à son propre compte pour éviter d'éventuels licenciements arbitraires, par exemple. C'est conseillé de s'installer à son propre compte parce que déjà, quelqu'un qui s'installe à son propre compte a déjà plusieurs avantages. On rentre déjà dans la vie active sans l'aide de certaines personnes. Et là, on est capable de prendre certaines décisions pour soit agrandir son entreprise, avoir ses bénéfices. Il est possible de s'installer à son propre compte. C'est une question de volonté. Si la personne a cette ambition-là, donc elle pourra y arriver. On va dans le privé parce que le public, on sait qu'il n'y a plus rien là-bas. Toutes les portes sont fermées. Voilà, c'est pourquoi chacun essaie de faire quelque chose de son propre gré ou bien à son propre compte pour avoir de quoi à se vivre. Il est conseillé de s'installer à son propre compte, plus aujourd'hui, vu que le marché de l'emploi commence à être assez difficile, tout le monde veut être bureaucrate. Je me dis qu'avec l'entrepreneuriat, il serait bon aujourd'hui intéressant de s'installer à son propre compte. Tout le monde ne peut pas être bureaucrate, donc il faut bien sûr des entrepreneurs s'installer à son propre compte, la chose idéale. S'installer à son propre compte, dans les départs, c'est difficile.
Je prends un exemple dans le domaine de l'entrepreneuriat. Il faut avoir d'abord des appuis financiers, il faut avoir des partenaires. Et puis, ça te donne une possibilité de pouvoir avoir une vision de tout ce que tu fais. Donc, avant même de s'installer à son propre compte, il faut penser déjà à un futur. C'est-à-dire penser à tout ce qui est futur, mais pas penser à maintenant. Donc, tenir compte aussi de beaucoup de paramètres. Donc, s'installer à son propre compte, c'est une bonne chose. Et voilà, je suis installée à mon propre compte. Mes joies, mes galères. Eh bien, notre invité de ce jour est sociologue, gestionnaire des ressources humaines et chef d'entreprise. Je vous invite, très cher public, à recevoir vivement M. Zaoui Valentin. Il est père de 4 enfants. C'est un homme marié. Bonjour, bienvenue. Zaoui Valentin. Merci beaucoup, public, avec un dynamisme digne d'un chef d'entreprise. Bonjour et bienvenue. On est très content de vous recevoir sur ce plateau. C'est moi. Et on attend de bénéficier de votre belle expérience. Voilà, mais il faut dire que les choses n'ont pas toujours été aussi aisées. Si on a un souci avec le micro, je vous laisse. Voilà. Pendant ce temps, je peux m'entretenir. Est-ce qu'on peut avoir le nom là-bas de l'association? J'adore les couleurs orange, blanc et vert. Ce sont les couleurs de notre drapeau. Puis-je avoir le nom de votre association, s'il vous plaît, mesdames? Les femmes émergentes. L'Union des femmes émergentes. L'Union des femmes émergentes d'Anyama Belleville-Sinaï. Ah ah! Merci en tout cas d'être là. C'est un plaisir. Voilà que tout est réglé avec M. Zaoui. Comme je le disais, c'est vrai que tout n'a pas été rose tout le temps. Mais quand même, vous avez connu une période très faste de votre vie. On va dire 15 années de belle vie, 15 années de travail, 15 années de rêve presque. Parce que vous étiez dans un grand hôtel de la place en tant que formateur, d'abord, ensuite directeur de formation pour finir, directeur des ressources humaines. Essayez de nous expliquer un peu comment tout cela se passait, quel était donc l'état de votre vie de famille et de votre vie professionnelle, les souvenirs les plus marquants, tout ça. Alors merci, je tiens à dire bonjour à tout le monde. Vous avez un public magnifique. Donc, merci. Il dit que vous êtes magnifique. Oh, alors, pour faire très court, comme vous l'avez dit, j'ai fait près de 15 ans d'entreprise dans une structure hôtelière différente de la place. À l'époque, j'avais déjà l'occasion d'y avoir été stagiaire quand j'étais à l'université pour mon mémoire de maîtrise. Et c'est comme ça que j'ai aimé cette activité-là. Donc voilà, 15 années d'entreprise, ça a été une belle école de la vie. Ça a été un bon endroit aussi pour me former. Ceux qui me connaissent savent comment j'étais heureux de faire partie de cette entreprise-là. Et puis voilà, on a pris le meilleur de ce qu'on pouvait prendre et puis aujourd'hui, il faut passer à autre chose. Donc oui, vous avez aussi parlé de ma famille, bien entendu. On en parlera, mais il est évident qu'être en entreprise, être salarié et après ne plus l'être, c'est deux vies complètement différentes. Hein. Mais bon, la vie, elle est belle et puis voilà, il y a plus malheureux que nous, comme dirait un ami. Alors là, vous êtes déjà dans le sujet parce que là, vous nous informez à travers vous dire que vous étiez d'abord salarié, ensuite vous ne l'étiez plus. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Que vous aviez été licencié ou vous êtes parti de l'entreprise? Oh, écoutez, oui, enfin, j'y suis plus, ce qui est sûr. Comme je n'ai pas de bon aparté, mais bon, écoutez, je crois que dans le micro, plus j'ai entendu quelqu'un dire, quand on est dans le privé, ça fait partie du principe de dire qu'un jour, je peux partir de là. Ce n'est pas l'entreprise de vos parents, donc il faut l'admettre. L'important, c'est pourquoi est-ce que vous partez. Moi, j'en suis parti, je suis digne, parce qu'il fallait un moment qu'on se sépare. Cela dit, c'est une entreprise à laquelle je suis attaché. Et au passage, je salue d'ailleurs les premiers responsables qui se reconnaîtront. Oui. Et j'y vais de temps en temps, j'ai des bonnes relations et même des relations professionnelles aujourd'hui. Donc, je comprends, vous êtes certainement un homme courtois et loyal. Donc, et c'est ce qui est. C'est ce qui est. Non, je vous le confie. Bon, on va faire court pour dire que vous avez été licencié de l'entreprise. Oui, voilà, j'en suis parti, voilà. Mais je dis, c'est pas la vie ne s'arrête pas. Dès l'instant où vous partez d'une entreprise et que votre employeur demande, c'est ce qu'on appelle le lien contractuel. Est-ce que vous avez été surpris et choqué par ce licenciement?
Pour tout ce que vous avez donné, parce que si je reprends vos expressions, vous avez donné le meilleur, vous avez aussi tiré le meilleur. Quand on a donné le meilleur, quand on s'est donné pour une entreprise et qu'à sa grande surprise, si c'en a été le cas, on se voit licencié, on est choqué, on se sent profondément trahi. Alors, Caroline l'a dit, je suis dans le domaine des ressources humaines. Moi, la première des choses qu'on m'a apprise dans la formation en RH, quand on est RH, on est sur un siège éjectable. Psychologiquement, il faut l'intégrer. Et donc, quand on travaille bien, on est digne aussi de rester. Mais bien entendu, mais après, je vais dire, vous ne maîtrisez pas tout. Je vais dire, honnêtement, je ne veux même pas rentrer dans... Parce que, mais comment vous l'avez vécu? Écoutez, c'est pas non plus... c'est pas une promotion que vous annoncez à vos proches, bien entendu. D'un point de vue humain, ça fait un peu triste. Mais on repart. Je dis, la vie ne s'arrête pas. Moi, c'est un peu ça ma philosophie. Je suis du genre à voir le verre à moitié plein. Donc oui, vous n'êtes plus là, vous passez à autre chose. Nous, on vous félicite parce que c'est pas tout le monde qui arrive à gérer la chose de la sorte. Vous avez pris la chose avec beaucoup de hauteur et je ne sais pas si votre famille a vécu la chose de la même manière. Comment est-ce que du jour au lendemain, vous venez dire à votre épouse que « Ah chérie, je ne travaille plus, ce que tu percevais peut-être à la fin du mois, tu ne l'auras plus, ou pour les charges, il va falloir que tu te débrouilles avec les enfants, le temps que je puisse trouver quelque chose ». C'est quand même difficile. Mais vous en parlez, je profite pour faire un clin d'œil à mon épouse et à mes enfants. Mais c'est là aussi que vous... L'une des joies peut-être dont on parlera, c'est aussi ça, de voir que dans les moments difficiles, vous avez votre famille avec vous. Voilà. Psychologiquement, si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas repartir. Et par principe, je n'aime pas trop parler boulot avec mon épouse, parce que je dis qu'on est à la maison, il faut parler d'autre chose. C'est un autre statut qu'il faut assumer. Mais pour être dans le domaine des ressources humaines, je ne dirais pas que je l'ai préparé à ça, mais c'est tout comme. Donc, ensemble, on a vécu ce moment avec beaucoup de dignité. Oui, parce que, je veux dire, quand vous avez l'opportunité modestement d'avoir été à l'école, vous n'êtes pas un parvenu, écoutez, vous pouvez toujours rebondir. C'est clair. Donc, voilà, il n'y a pas... Honnêtement, je pense que et je suis toujours malheureux de voir des enfants qui ne vont pas à l'école. Le plus grand bien, le plus grand cadeau qu'on puisse offrir à un enfant, c'est de le mettre à l'école. Quand vous avez été à l'école, après, vous pouvez vous défendre tout seul. Et moi, voilà, pour moi, j'y mets un point d'honneur. Alors là, on va passer à une autre étape. L'idée d'affaires, elle intervient comment? Qu'est-ce qui crée le déclic? Alors, l'idée d'affaires, c'est d'abord les circonstances de la vie, vous avez compris. C'est vrai que quand on est dans le domaine des ressources humaines, généralement, les personnes que je connais qui sont un peu plus âgées que nous dans l'activité, à la retraite, on est forcément consultant. Parce que vous avez vécu des expériences. Et après, au nom de la solidarité intergénérationnelle, vous sentez le besoin de partager votre expérience à ceux qui rentrent dans le métier. Parce que c'est une fonction assez délicate. Donc oui, j'avais à terme, je me dis un jour, si je prenais ma retraite, de ma structure, comme l'ont fait mes dénonciers. Et puis voilà, octobre 2013, vous vous retrouvez en dehors d'une entreprise. Il faut bien vivre de quelque chose. Vous l'avez dit, une épouse, 4 enfants, au passage, il faut bien vivre de quelque chose. Donc voilà, il faut chercher à faire quelque chose de ces 10 doigts, comme on dit. Est-ce que vous avez appris à créer une entreprise, à gérer une entreprise? Ou est-ce que vous avez été obligé de le faire? Alors, Jean-Michel vous dit quelque chose de très important. Honnêtement, je ne me sentais pas, et je le dis vraiment avec beaucoup de modestie, je ne me suis jamais senti l'âme d'un entrepreneur. Je vais dire culturellement, là c'est un peu le seul qui parle. Dans notre pays, il faut aller à l'école, après il faut être fonctionnaire pour la plupart. L'Ivoirien, ce n'est pas dans l'ADN d'Ivoirien d'être entreprendre. À quelque chose malheur, à l'occasion de ces crises-là, maintenant on voit des jeunes qui donc du coup, voilà, il faut, donc sur le tas, voilà. C'est vrai que, par rapport à la formation qu'on a comme ça, on a des bribes. Mais à un moment, il faut essayer de mettre tout ça, il faut rassembler, il faut aller vers ceux qui savent, ceux qui ont l'expérience. Il faut se former, il faut lire, il y a beaucoup de documents en la matière. Donc j'ai dû me former parce qu'il faut bien avancer. Et il faut dire qu'en dehors du bagage intellectuel, pour créer sa propre entreprise, il faut quand même des moyens financiers. Bien entendu. Est-ce que, financièrement parlant, vous vous étiez préparé à cela ou quelle a été la stratégie que vous avez utilisée? Alors, c'est clair que quand on veut entreprendre et qu'on fait une fixation sur les moyens financiers, jamais on va entreprendre.
Ça, c'est ce que j'ai compris aussi depuis 2 ans, 3 mois, 21 jours. Écoutez, il faut y aller modestement. Ressources humaines, j'ai commencé d'abord à faire de la consultance en RH, modestement. Au départ, chez moi, c'était voilà, mon bureau. Je veux dire, parce que la consultance, vous avez ça dans votre tête, votre ordinateur, vous n'avez pas besoin de... oui, donc modestement, vous y allez modestement jusqu'à ce que... Mais avec les moyens de bord. Et ça ne coûte pas grand-chose, en fait. Et puis, progressivement, comme vous pensez que vous pouvez aller plus loin, j'étais un peu dans une logique où, finalement, mon projet s'est autofinancé. Et on n'a pas encore fini, parce que, ouais, tous les jours, il faut mettre les choses en place. Donc, pour moi, l'argent n'était pas un problème. C'est pas ce que j'avais de plus, mais oui, il fallait que je fasse avec les moyens de bord. Et puis, bon, je pense que, voilà, quand on a la volonté, les choses... Vous êtes tellement à l'aise dans vos propos que je suis bien tentée de retourner un peu en arrière et vous demander, votre épouse, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Je n'aime pas trop qu'on parle d'elle parce que, mais bon, non, elle est juriste de formation. Elle est juriste de formation. Et dans un cabinet d'avocats. Ok. Vous avez dit à l'instant que l'argent n'était pas un problème pour vous. Et pourtant, l'argent est difficile à trouver pour beaucoup de jeunes aujourd'hui qui veulent... se lancer dans des investissements ou création d'entreprise. C'est quoi votre réponse à ce besoin, à cette quête? Non, mais c'est une motivation que j'entends bien. Après, ça dépend du projet que vous voulez mettre en place. Je veux dire, on peut faire beaucoup de choses. Alors, moi, je prends souvent plaisir à regarder certaines personnes, nos frères qui viennent d'autres pays, que nous avons reçus, avec beaucoup d'amabilité, qui partent de rien. Et comment ils font eux? Je veux dire, on n'est pas sous-hommes. Apparemment, il n'y a pas tout le monde qui sait, alors c'est quoi la bonne non, mais moi je me pose toute cette question-là. Comment ils font eux pour y arriver? Je pense que ça demande beaucoup de patience qu'on n'a pas généralement. Parce qu'on est aussi dans une partie où, enfin, une étape de la vie où on veut les choses tout de suite. C'est un peu difficile. Il faut avoir de la patience. Il faut construire. Et construire, c'est dans la douleur. Construire, c'est parfois beaucoup de galères, comme vous en parlez. Mais qu'est-ce que vous visez? C'est ça qui vous motive, en fait. Et la joie qu'il y a, oui, il y en a plusieurs, les joies. C'est déjà, comme je l'ai dit, vous êtes dans une situation un peu délicate, vous avez votre famille avec vous, il n'y a rien de plus merveilleux. C'est aujourd'hui, depuis plus de 2 années, ces personnes que je rencontre, il y en a qui sont très aimables, il y en a qui le sont moins, mais ce n'est pas grave. Votre plus grande galère dans cette histoire, c'était quoi? Waouh! Alors, je pense qu'on en parlait, hein, quand on est salarié, c'est un peu la sécurité financière, parce que chaque mois, vous avez un salaire. Confort. Exactement. Vous avez, vous sécurisez votre famille, il y a des choses que vous pouvez faire. Et comme le plus salarié, après, c'est une relative, je dis bien relative, insécurité, parce que vous n'avez pas toujours les moyens au moment où la famille en a besoin, ou même vous en avez besoin. Mais ce n'est pas grave. On se débat, je veux dire, voilà, on s'arrange toujours. Et puis sans faire du prosélytisme, hein, je pense qu'il y a un grand monsieur qui est là-haut, là-bas, là, mais qui ouvre des portes. Oui, voilà, c'est... qui ouvre des portes. Et si vous... Vous voulez parler de Dieu? Exactement. Ben, il nous sera difficile quand même de déterminer son sexe, hein, parce qu'on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, c'est question... Ça, c'est un autre débat, Caroline. Alors, moi, je voulais savoir. Alors, de nos jours, il y a des jeunes qui veulent entreprendre tout de suite. Oui. C'est-à-dire que vous avez quand même 15 ans d'expérience avant de vous lancer à votre propre compte. Non, mais il y en a aujourd'hui, les jeunes qui n'ont pas peut-être cette patience-là, qui tout juste après les études, peut-être travaillent 1 an, 2 ans, ou tout juste après même disent « Ah non, moi je veux créer mon entreprise ». Alors, qu'est-ce que vous pensez de cela et quels conseils vous pourriez donner en fait? Non, il n'y a pas de... Est-ce qu'il faut forcément avoir une expérience professionnelle avant de se lancer ou on pourrait se lancer tout juste après? Ça dépend de ce qu'on veut faire. Moi, je pars du principe, quand on veut travailler comme consultant, un consultant, c'est quelqu'un qui a une certaine expérience dont il va se servir pour conseiller, pour accompagner des gens. Oui, ça demande que vous ayez un minimum d'expérience en entreprise, en tout cas dans le domaine. Autrement, ça va être un peu difficile. Vous n'êtes même pas crédible. Vous n'avez aucune expérience, vous voulez être consultant. Enfin, causez toujours, c'est un peu compliqué. Par contre, si on veut faire, je veux dire, on veut faire une affaire, je sais pas moi, on veut vendre des pièces, je ne sais quoi, on veut faire du commerce, on veut faire... il y a plusieurs activités qu'on peut faire. On n'a pas forcément besoin, et c'est peut-être ça aussi qui nous bloque, nous les Ivoiriens.
On n'a pas forcément besoin de dire mais il faut 15 années, 10 années d'expérience pour faire ce que j'ai envie de faire. Il faut juste intégrer le fait que je m'engage sur un chemin qui n'est pas évident et donc me servir des expériences, des gens qui peuvent me coacher, qui peuvent m'aider pour arriver à avancer. Donc, je veux dire, ce n'est pas inscrit dans le marbre. On ne peut pas dire non, il faut forcément être patient en entreprise avant d'entreprendre. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'à côté, il y a ceux qui n'ont jamais fait d'entreprise, qui ont entrepris, qui ont connu le moment des galères, mais qui aujourd'hui, au bout de quelques années, sont prospères, voilà, mènent une vie... Et votre entreprise, elle a moins de 3 ans. Oui. On est tout petit. Hein, qu'est-ce qui a véritablement changé depuis lors dans votre vie? Parce qu'il y a eu 3 étapes, les 15 années passées dans cet hôtel, le moment où vous êtes resté peut-être sur le carreau, vous n'avez pas eu d'activité ou d'entreprise à vous, et maintenant que vous avez une entreprise. Ben, écoutez, qu'est-ce qui a changé? C'est une autre vie. Ce qui a changé, c'est que maintenant vous êtes doublement contribuable parce que vous avez, vis-à-vis par rapport à l'État, vous devez payer des charges employeurs, mais aussi les charges de vous et de vos collaborateurs. Donc, c'est beaucoup plus de responsabilité. Vous devez tous les jours réfléchir à qu'est-ce que je fais pour avoir de l'argent, parce qu'à la fin du mois, il y a des charges et qu'il faut y faire face. Ça vous demande d'être constamment en activité, hein, de faire de la prospection, d'aller chercher des marchés parce que autrement ça ne va pas se faire tout seul. Est-ce que vous travaillez beaucoup plus qu'auparavant? Ah ça ah non, mais bien entendu, Caroline, mais bien entendu que je me suis prends parfois... Oui, c'est quand même à dessein que je pose la question, parce qu'on pourrait peut-être s'imaginer qu'on peut travailler peut-être moins quand on a sa propre entreprise. Pourtant, c'est le contraire. Alors oui, si vous pensez ça, vous êtes mal parti. Voilà, j'ai mon entreprise, je fais ce que je veux, je me réveille à 11h, je fais ce que je veux, mais non. Ah non, on est obligé de travailler 2 fois plus. Bien entendu, parce que c'est votre bébé, passez-moi l'expression, et surtout quand vous êtes à l'étape de la construction, je veux dire, les 2 voire 3 premières années d'une entreprise, ben, c'est le moment de galère. Parce que ce n'est pas là que vous avez forcément chaque fin de mois un salaire à vous payer, comme disait Philo. Hein. Comment vous voulez, vous entendez gérer votre entreprise? Comme je l'ai dit dans la chronique tout à l'heure, est-ce que vous vous fixez un salaire, vous-même vous dites, bon, à la fin du mois, c'est ce que je prends en plus bon, gérer, et aussi, vous comptez, est-ce que vous comptez peut-être insérer, bon, peut-être peut-être parler de boulot désormais avec votre épouse pour éviter ce qui est déjà passé au fait? Non, par rapport au salaire, bien entendu, mais comme je l'ai dit, ce n'est pas forcément dans cette étape-là que vous dites je me donne X CFA par mois. Hein. Après, nous, on a l'avantage, étant consultant, de toucher à plusieurs choses. Voilà. Je vous disais, je peux donner des cours dans les grandes écoles, dans le domaine des ressources humaines. Donc, oui, quand vous battez, il y a toujours quelque chose que vous pourrez avoir qui va vous aider à avancer. Maintenant, ce qui est important, il faut... Je pense que c'est un des raisonnements qu'il avait dit une fois. Il n'est pas exclu de recruter ses proches. Hein. Ou on peut travailler avec ses proches. Mais ce n'est pas ça qui est important. C'est d'abord leurs compétences. Je le dis souvent aux gens avec qui je travaille. Ce qui est important, c'est la compétence. Ce n'est pas tant... Bien entendu, si demain j'ai un dossier que j'estime que mon épouse peut m'y aider, mais c'est d'abord sa compétence, pas parce qu'elle est mon épouse. Ben, toutes ces années-là, vous ne savez pas si elle est compétente ou pas, bon, je sais pas. Ah non, ce que je suis en train de vous dire, je dis que, pour me parler comment est-ce qu'on gère son entreprise, l'entreprise avait besoin de collaborateurs pour travailler. Je vais dire, vous pouvez prendre, si vous estimez que vous avez un cousin, un neveu, une nièce qui est compétent. Ils gâtent l'argent et les neveux là. Oui, mais après une entreprise, voilà, c'est aussi ça. Il y a des règles, il faut faire la part des choses. Il y a un minimum d'organisation aussi. Et il faut être plus dur avec ses proches quand on a les a. C'est pas mon cas, hein, je vous rassure. Mais quand c'est le cas, il faut être plus dur avec eux parce qu'ils vivent aussi de votre crédibilité. Voilà, il faut pas. Voilà. Est-ce qu'avec du recul, vous pouvez dire que le licenciement a été pour vous un avantage? Caroline, elle adore le licenciement. Non, mais... C'est pas le licenciement que j'adore. Oui, non, vous êtes devenu après le licenciement. Écoutez, moi je pars du principe que la vie, c'est parfois des étapes. Il y a eu une première étape qui a été une très belle étape, comme je le dis. Et je suis très attaché à cette entreprise. Mais vraiment, ce n'est pas pour faire le beau. J'y vais de temps en temps, ayant de bonnes relations avec les restaurants aujourd'hui. Mais je suis passé à autre chose. Aujourd'hui, je suis avec d'autres partenaires. L'autre joie, c'est d'être avec... Donc ça a été un avantage. Ouais. Ben parce que ça me permet de vivre d'autres choses. Voilà, si vous voulez... À l'intérieur de ces choses que ça mais bien entendu. C'est quoi? J'ai pas compris. On peut avoir des exemples pratiques.
de ces choses que Des vous bienfaits. vivez, des bienfaits, Aujourd'hui, des joies. Oui, voilà. Alors, il y a une chose qui est extraordinaire par exemple, dans les photos que ma production m'a demandé. J'adore rencontrer du monde. Et aujourd'hui, je fais une activité qui me permet de rencontrer. Ça enrichit forcément. J'étais l'année dernière à Bobo-Dioulasso pour les besoins d'un client. Et j'étais travaillé dans une entreprise justement hôtelière. Et je parlais avec un des employés avec qui j'avais en formation. C'est d'ailleurs là, vous avez la photo. Ça, c'est d'ailleurs à Bobo-Dioulasso. Et je parlais de quelqu'un que j'avais connu comme stagiaire là où j'étais. Et il me dit, mais ce monsieur dont vous parlez, il est ici. Il est à Bobo-Dioulasso parce qu'il est de ce pays-là. J'ai dit, mais non, on finit, vous allez m'accompagner chez lui. Et j'ai été retrouver ce monsieur qui était un grand maître d'hôtel à l'époque. Un monsieur pour qui j'avais beaucoup de respect et pour qui beaucoup d'autorités de l'État à l'époque avaient aussi beaucoup de respect. J'ai été le voir chez lui, ça a été un moment d'émotion extraordinaire. Et ça, je vais dire rien que ça, je suis heureux de faire ce que je fais aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et pour finir, qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse retenir de toute cette expérience? Non, ce que je peux dire pour conclure, c'est d'abord de dire qu'une autre joie, c'est de travailler sur des projets vraiment novateurs, comme là, à l'écran, vous voyez des pâtissiers, un projet important réalisé avec le financement du FDFP pour une formation, avec un formateur, celui qu'on voit à l'écran, il a travaillé pendant 14 années à l'Élysée comme chef pâtissier, qu'on a fait venir au mois de mars pour former nos pâtissiers ici. Ça a été une expérience extraordinaire. Ce que je veux qu'on retienne, c'est, je suis de ceux qui... Moi, je suis fier d'être ivoirien. Je pense qu'on a un très beau pays. Les gens viennent avec nous, ils peuvent nous accompagner, mais c'est à nous de faire ce pays. Et je pense que c'est là où chacun doit donner le meilleur de lui pour que nos enfants demain vivent mieux que ce que nous on a vécu. Donc voilà, c'est ce que je tenais à dire. Donc inviter modestement nos compatriotes à être dans la qualité, à être dans l'excellence. Et bravo parce qu'ils sont dans l'excellence, c'est pourquoi je m'en mets chez vous. Donc voilà. Merci beaucoup. Monsieur Zawi, je rappelle qu'il est sociologue, gestionnaire des ressources humaines et chef d'entreprise. Merci en tout cas pour ce témoignage instructif. La preuve qu'on peut être licencié, ce n'est pas la fin de tout, mais c'est plutôt une opportunité à saisir pour aller peut-être de l'avant, une opportunité pour nous exprimer, pour exprimer notre potentiel, nos talents. C'est ce que vous avez fait. Merci encore. Et vous pouvez nous appeler au 22 01 0000 si vous avez une riche expérience à partager avec nous. C'est donc la fin de cette rubrique pause au niveau de la pub et on se retrouve.